Bonjour, amis de l'histoire et curieux de l'inconnu. Si vous êtes fasciné par les drames royaux et les secrets médiévaux, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos explorations du passé. On dit que le trône le plus élevé est aussi le plus solitaire, et que parfois, ce qui détruit un roi n'est pas l'épée de l'ennemi, mais le poignard invisible du mépris, du pouvoir maudit, d'une passion interdite ou de la trahison qui dort à ses côtés. Ceci est l'histoire d'un souverain singulier, un roi qui a défié les normes de son époque, qui a aimé comme il l'entendait et qui en a payé le prix le plus brutal. Aujourd'hui, nous vous emmènerons dans les recoins les plus sombres de l'histoire médiévale anglaise, dans une chambre froide et humide où une vie royale s'est éteinte au milieu de cris étouffés et d'un feu ardent. Une histoire qui a été enterrée, réduite au silence et qui même aujourd'hui refuse de mourir, celle d'Édouard II d'Angleterre. L'histoire d'Édouard II ne commence pas dans une chambre de torture, mais dans le berceau de l'une des monarchies les plus redoutées d'Europe. Il est né en 1284, quatrième fils d'Édouard Ier, un roi guerrier, impitoyable et respecté, connu pour sa force militaire et sa domination sur le pays de Galles. Son père était l'image classique du monarque médiéval, viril, autoritaire, craint et obéi. Édouard II, dès le début, fut son opposé. Son enfance fut marquée par une relation distante avec son père et une personnalité que beaucoup considéraient comme distincte. Dans une cour où la masculinité était monnaie de pouvoir, Édouard préférait s'entourer d'artistes, de jeunes hommes, de plaisirs raffinés et montrait peu d'intérêt pour les affaires militaires. Dans un monde où le roi devait être un lion, il était un cygne. Pour les chroniqueurs de l'époque, c'était déjà une sentence. Pourtant, il était l'héritier. Et à la mort de son père en 1307, il monta sur le trône sous le nom d'Édouard II. Le destin, comme s'il se moquait de l'Angleterre, donna à la nation la plus belliqueuse de la chrétienté un roi qui détestait la guerre. Dès le début, son règne fut source de scandales. Édouard non seulement se montra incapable de contrôler ses barons, mais il scandalisa la cour par sa relation intime avec un jeune noble nommé Piers Gaveston. Bien que le mot homosexualité n'existait pas en tant que tel au Moyen Âge, la proximité affective et politique entre les deux était évidente et profondément provocante. Si vous appréciez cette immersion dans l'histoire, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos prochaines vidéos. Édouard nomma Gaveston comte de Cornouailles et lui accorda des privilèges démesurés. Les tensions explosèrent. La noblesse, menée par de puissants seigneurs comme le comte de Lancaster, voyait Gaveston comme une menace, un usurpateur, une insulte à l'ordre naturel des choses. En 1312, Gaveston fut capturé et exécuté sans jugement. Ce fut le premier grand coup porté au cœur d'Édouard, mais ce qui pour d'autres aurait été un avertissement fut pour lui une blessure qui ne cicatrisa jamais. Loin de recouvrer le bon sens, Édouard tomba dans une spirale de décisions désastreuses, d'alliances dangereuses et de rancœurs personnelles. En 1308, il avait épousé Isabelle de France, fille du roi Philippe IV, connue sous le nom de la Louve de France. C'était un mariage politique, une alliance entre deux couronnes puissantes. Mais pour Isabelle, la vie avec Édouard fut une humiliation constante. Ignorée, marginalisée, témoin de l'amour du roi pour d'autres hommes, elle développa une patience vénéneuse. Son visage angélique cachait une ambition de fer. Et cette ambition commencerait à prendre forme lorsque, après la mort de Gaveston, Édouard chercha à combler son vide émotionnel avec d'autres favoris. Le plus célèbre d'entre eux, Hugues Despenser le Jeune. Cette relation provoqua un second cycle de scandales, encore plus intense que les précédents. Despenser fut élevé à des sommets impensables, et sa famille reçut des richesses et des titres qui provoquèrent la fureur de toute l'Angleterre. La noblesse marginalisée commença à conspirer. Isabelle, humiliée, commença à tisser sa vengeance. Mais au milieu de ce drame de cour, le royaume souffrait. Les campagnes militaires échouaient, la famine ravageait le peuple et l'autorité du roi s'effondrait. Édouard n'avait ni le caractère ni la volonté de gouverner une nation en crise. Tandis que ses ennemis croissaient en nombre et en force,
Il s'accrochait à ses plaisirs et à ses favoris. En 1326, le destin frappa durement. Isabelle, qui s'était rendue en France sous le prétexte de négocier avec son frère, le roi de France, ne revint pas seule. À ses côtés, comme amant et allié, elle ramenait Roger Mortimer, un noble anglais exilé qui planifiait un coup d'État. Ensemble, ils revinrent avec une armée. L'Angleterre, fatiguée du mauvais gouvernement, leur ouvrit ses portes. Édouard fut trahi par tous, ses barons, sa femme, son peuple. Despensé fut capturé et exécuté avec une brutalité médiévale, pendu, éviscéré et écartelé. Édouard, le roi détrôné, fut emprisonné au château de Berkeley. Là commença la phase la plus sombre de son existence. À partir de ce moment, l'histoire se bifurque entre la version officielle et les murmures qui ont survécu au siècle. Ce qui est clair, c'est qu'Édouard fut contraint d'abdiquer en faveur de son fils, le futur Édouard III. Ce qui n'est pas clair, c'est comment et pourquoi il mourut quelques mois plus tard. La version traditionnelle soutient qu'il fut assassiné le 21 septembre 1327. Et là commence la véritable horreur. Si vous êtes intrigué par ces mystères, commentez ci-dessous ce que vous pensez qu'il s'est réellement passé. Votre soutien nous aide à continuer à démêler l'histoire. La nuit où le roi Édouard II mourut fut l'objet de légendes, de rumeurs et de spéculations pendant plus de 7 siècles. Les chroniques officielles, toujours imprécises, affirment qu'il décéda de causes naturelles. Mais personne ne le crut. Pas dans un château isolé, gardé par des hommes loyaux à sa femme et à l'amant de sa femme. Pas après avoir été déposé, humilié et réduit au silence. La vérité, comme un monstre enterré, commença à émerger dans les récits des moines, des voyageurs, de ceux qui entendirent des cris qui n'auraient pas dû exister. Une version effrayante circula dès l'année même de sa mort, qu'Édouard fut assassiné sur ordre direct d'Isabelle et de Roger Mortimer d'une manière si brutale qu'elle fait encore frissonner aujourd'hui. Qu'il fut immobilisé dans sa cellule et qu'un fer rougi au feu fut introduit par son rectum, traversant ses entrailles jusqu'à son cœur, le brûlant de l'intérieur. La raison d'une telle méthode, pour qu'il ne reste aucune marque visible de violence, pour que personne ne puisse prouver le crime, pour que son corps, lorsqu'il serait exposé, semble intact, silencieux, comme s'il s'était doucement rendu à la mort. Mais aucun feu n'est complètement silencieux. Les légendes racontent que ces cris furent si profonds, si déchirants, qu'ils résonnent encore dans les pierres du château de Berkeley, que les animaux s'enfuirent cette nuit-là, que les gardes tremblèrent, que l'enfer lui-même s'ouvrit un instant pour dévorer un roi qui avait trop aimé, trop haï et régné sans comprendre le poids de sa couronne. Cependant, même ce récit brutal ne fut pas suffisant pour clore le chapitre. Dans les années qui suivirent, des histoires encore plus inquiétantes commencèrent à circuler, qu'Édouard n'était pas mort, qu'il avait réussi à s'échapper, qu'il vivait caché dans un monastère européen, qu'il avait été vu en Italie ou en France, ou même en des terres lointaines, déguisé en ermite. Une lettre connue sous le nom de « Lettre de Fiester », écrite des années plus tard, affirmait que le roi avait survécu à la tentative d'assassinat et vivait en secret sous protection. Pour certains, c'était un signe d'espoir, pour d'autres, une preuve de plus que l'histoire officielle mentait. Mais indépendamment de leur véracité, l'existence de ces récits ne fait que souligner une vérité profonde. Personne ne voulait accepter la mort d'Édouard comme quelque chose de simple. Il ne pouvait pas être mort ainsi. Pas un roi d'Angleterre, pas un fils de roi, pas un homme qui, malgré toutes ses erreurs, fut victime d'une trahison familiale sans pareille. Quel rebondissement dans l'histoire, n'est-ce pas? Si vous aimez, montrez votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime ». Le règne d'Édouard II fut, à bien des égards, une tragédie écrite depuis son enfance. Il n'a jamais voulu être un chef militaire, il n'a jamais eu d'intérêt pour l'art de gouverner. C'était un homme pris entre le devoir et le désir, entre le rôle qu'il devait jouer et la vie qu'il aspirait à vivre. À une époque où le trône exigeait force, discipline et une image impénétrable de virilité, Édouard choisit l'affection, il choisit l'amour, il choisit la compagnie de ceux qui le faisaient se sentir vu, même si cela signifiait sceller son destin par le feu.
Mais cette histoire n'est pas seulement un portrait de faiblesse, c'est au fond une exploration de l'âme humaine confrontée au pouvoir absolu. Édouard, comme beaucoup d'autres rois, était entouré de loups déguisés en conseillers. Sa sensibilité, qui dans un autre contexte aurait pu être une vertu, fut utilisée comme une arme contre lui. Et sa mort tragique, si elle a réellement eu lieu comme on le dit, fut une exécution symbolique, non seulement de son corps, mais de tout ce qu'il représentait. Isabelle, son épouse, devint reine régente après sa chute. Pendant un temps, avec Mortimer, elle gouverna d'une main de fer. Mais l'histoire, comme souvent, ne pardonne pas. En 1330, son fils Édouard III, âgé de seulement 18 ans, mena un coup d'État. Mortimer fut capturé et exécuté. Isabelle fut confinée à vie dans un château. La couronne revint aux mains des hommes et le nom d'Édouard II commença à être effacé, déformé, dénaturé. À partir de ce moment, sa figure fut ridiculisée dans les chroniques et les documents. Il fut qualifié de faible, d'efféminé, d'indigne. Une narration fut construite pour justifier sa chute. Mais la vérité était beaucoup plus complexe. Édouard ne fut pas un grand roi, mais il ne fut pas non plus le monstre qu'ils dépeignirent. Il fut peut-être le premier monarque anglais à défier ouvertement les normes de genre, de pouvoir et de sexualité à une époque brutalement intolérante. Son histoire nous oblige à regarder le passé avec des yeux nouveaux, à comprendre que l'histoire n'est pas écrite seulement par les vainqueurs, mais aussi par les bourreaux, et que le silence d'un roi assassiné n'est pas toujours la preuve de sa culpabilité, mais de la culpabilité de ceux qui l'ont fait taire. Et si vous voulez plonger encore plus profondément dans les histoires de rois et de reines, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Les restes d'Édouard reposent dans la cathédrale de Gloucester. Sa tombe, ornée de détails gothiques, attire des visiteurs du monde entier. Mais tandis que les touristes observent en silence, peu savent ce que ce sépulcre représente. Ce n'est pas seulement une tombe, c'est un témoignage, un rappel que même les rois peuvent être victimes de leur propre couronne. Et ainsi, nous arrivons au véritable dilemme de cette histoire. Qu'est-ce qui a détruit Édouard II? Son manque de force, son excès de confiance en ceux qu'il n'aurait pas dû aimer, ou fût-ce simplement le fait d'être né trop tôt pour l'amour qu'il désirait vivre? Pendant ce temps, dans les salons du pouvoir médiéval, un autre type d'ombre commençait à grandir, car si Édouard fut victime de sa sensibilité, son fils serait le total inverse. Édouard III forgerait un règne qui marquerait au fer rouge l'histoire de l'Angleterre et de l'Europe. Un tournant brutal, comme si la couronne elle-même avait décidé d'effacer toute trace de tendresse pour ne pas répéter le passé. L'histoire d'Édouard II ne meurt pas avec son corps, ni avec ses assassins. Elle devient un écho, un symbole, un avertissement, car quiconque porte une couronne porte aussi une sentence. Le destin d'Édouard II a marqué une fracture qui ne pouvait pas se refermer facilement. Dans l'imaginaire anglais, sa figure est restée associée à l'humiliation, à la honte, à la défaite. Son histoire a été utilisée comme un avertissement silencieux de ce qui arrive lorsqu'un roi oublie son rôle traditionnel. Mais, au-delà du jugement de son époque, son héritage portait quelque chose d'encore plus dangereux. La crainte que le pouvoir royal puisse être vulnérable aux passions humaines. Aidez-nous à faire connaître cette histoire à davantage de personnes en partageant cette vidéo avec vos amis et votre famille. La réaction à cette possibilité fut brutale. Son fils, Édouard III, en accédant au trône, s'est chargé de restaurer l'honneur de la monarchie par la force, la guerre et une image virile du roi comme chef absolu. Son règne fut long, victorieux et profondément militarisé, comme s'il s'efforçait d'effacer toute trace de faiblesse associée à son père. Cependant, l'ombre du précédent Édouard ne disparut pas. Au cours des décennies suivantes, la figure d'Édouard II devint un tabou. Son histoire était trop inconfortable. Elle représentait une fracture dans l'image traditionnelle du monarque médiéval, fort, masculin, imperturbable. Sa vie privée, son amour pour Piers Gaveston et Hugh Despenser, ses décisions politiques guidées par l'affection et non par la stratégie, tout cela défiait les piliers du pouvoir patriarcal. C'est pourquoi le silence était plus utile que la mémoire.
Mais le passé, lorsqu'il est enterré vivant, revient avec plus de force. Durant la Renaissance, l'intérêt pour les figures historiques complexes ramena son nom à la surface. Poètes, dramaturges et même certains historiens commencèrent à explorer son histoire, non pas comme une simple chronique d'échecs, mais comme une tragédie humaine. Au XVIe siècle, Christopher Marlowe écrivit sa célèbre pièce Édouard II, dans laquelle il présenta le roi comme un homme profondément humain, victime de son environnement, de ses passions et de la cruauté de ceux qui l'entouraient. Dans cette version théâtrale, Édouard n'est ni un tyran ni un inepte, mais une âme torturée, un homme pris entre le devoir et le désir, qui ne peut choisir entre l'amour et le royaume, et qui finit par perdre les deux. Marlowe, qui vécut également dans une société hostile à la dissidence sexuelle, vit en Édouard une image de lui-même, une métaphore du châtiment qui attend celui qui ose aimer en dehors des règles imposées. Et c'est précisément à ce point que l'histoire d'Édouard se transforme en quelque chose de plus grand que sa propre biographie. Elle devient un symbole, non plus de mauvais gouvernement, mais de la lutte entre ce que l'on attend d'un dirigeant et ce que son cœur lui exige. L'archétype du roi tragique qui ne peut vaincre sa nature. Si vous appréciez cette analyse approfondie, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Cependant, cette humanisation ne fut pas immédiate. Pendant des siècles, de nombreux chroniqueurs et moralistes continuèrent à dépeindre Édouard comme le roi efféminé, comme si ce seul mot expliquait sa chute. L'idée qu'un homme doux, émotif, affectueux ne pouvait pas gouverner s'imprégna dans la culture politique. Celui qui n'impose pas par l'épée, disait-il, sera toujours remplacé par celui qui la manie sans trembler. Mais ici le problème n'était pas Édouard, mais la couronne elle-même. Parce qu'à travers l'histoire, le trône a été un piège déguisé en gloire. Il exige perfection, discipline, sang-froid. Mais ceux qui l'occupent sont finalement des hommes et des femmes de chair, d'os et d'âme. Le mythe du souverain idéal est une illusion dangereuse. Édouard II a brisé ce mythe, non par faiblesse, mais par humanité, et il en a payé le prix. Il est important de comprendre que, dans le contexte médiéval, le pouvoir du roi n'était pas seulement politique, mais aussi symbolique et divin. On croyait que le monarque était le reflet de Dieu sur terre. Par conséquent, toute déviation de la norme sexuelle, émotionnelle ou morale était perçue comme une menace non seulement pour le trône, mais pour l'ordre du monde. Édouard, en aimant publiquement des hommes, en protégeant ses favoris contre toute logique de gouvernement, brisa ce miroir sacré, et les gardiens de l'ordre ne lui pardonnèrent pas. Ainsi, son assassinat, si tel fut le cas, fut plus qu'une exécution. Ce fut un rituel, un acte conçu pour éradiquer ce qu'il représentait. Le fer rougi au feu ne tuait pas seulement un corps, mais un symbole, le symbole d'un roi qui refusa de feindre. Mais même les symboles résistent au feu. Avec le temps, la figure d'Édouard fut revendiquée par des historiens, des activistes et des artistes. Il n'est plus seulement vu comme un mauvais roi, mais comme une figure complexe, victime de son temps, quelqu'un qui a aimé sincèrement, qui a tenté de gouverner avec son cœur et qui a été écrasé par une structure de pouvoir qui ne permettait pas de déviation. Aujourd'hui, son histoire dialogue avec les luttes contemporaines pour le droit de vivre sans masque, même dans les plus hautes sphères du pouvoir. Et tandis que sa tombe est toujours debout à Gloucester, les échos de sa tragédie peuvent encore être entendus dans les murs du château où il est probablement mort, car il y a des histoires qui refusent de mourir, des histoires qui, bien que réduites au silence par le feu, brûlent avec plus de force à chaque génération qui ose se souvenir. À mesure que nous avançons dans cette histoire, nous ne reconstruisons pas seulement une biographie, mais nous déterrons les blessures les plus profondes du pouvoir. Car derrière chaque trône, il y a une âme, et chaque âme porte son enfer. Les grands palais médiévaux, avec leurs murs de pierre et leurs vitraux colorés, étaient habités par quelque chose de plus que des nobles et des serviteurs. C'étaient des demeures de fantômes. Non pas des spectres qui traînent des chaînes, mais des présences plus denses et plus durables.
Les décisions, les trahisons, les culpabilités qui restaient imprégnées dans chaque pièce, dans chaque couloir. Et parmi toutes ces présences, peu étaient aussi lourdes que celles d'un roi humilié par son propre sang. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que l'histoire d'Édouard II vous a touché. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Édouard II avait été enterré, réduit au silence, presque effacé, mais la culpabilité ne se dissout pas avec le temps. Isabelle, sa femme, qui avait joué un rôle fondamental dans sa chute, vécut les dernières années de sa vie dans une sorte de prison dorée. Elle ne fut ni exécutée ni exilée, mais elle ne fut pas non plus libre. Son fils, Édouard III, l'éloigna du pouvoir et la confina au château de Rising. Là, pendant des décennies, elle survécut à tous ceux qui l'avaient un jour acclamée comme la louve de France, la reine qui s'était retournée contre son mari et avait régné par l'intermédiaire de son amant. Le prix de son ambition fut la solitude. L'histoire officielle tenta de la réhabiliter. On disait qu'elle avait agi pour le bien de l'Angleterre, qu'elle avait voulu sauver le royaume de l'ineptie de son mari. Mais dans les murmures des chroniques et dans les poèmes écrits dans l'ombre, sa figure devint tragique. Une reine qui détruisit l'homme qui la fit reine, qui donna vie à un héritier seulement pour que celui-ci, en grandissant, lui enlève tout ce qu'elle avait construit avec du sang. Roger Mortimer, son allié et amant, n'eut pas la même chance. Édouard III le fit exécuter publiquement en 1330. Il fut pendu comme traître, sans titre, sans merci. Son cadavre fut exposé en guise d'avertissement, et par sa mort, le jeune roi envoya un message clair. Le pouvoir ne se partage pas, ne se trahit pas, ne s'hérite pas par des amants. Il se conquiert et s'impose. Ce jeune roi deviendrait l'un des monarques les plus puissants de l'histoire anglaise. Il initia la guerre de 100 ans, étendit le territoire, renforça le Parlement et consolida l'image du monarque comme guerrier. Son armure remplaça le manteau cérémonial de son père. Sa lance parla là où la voix d'Édouard II fut réduite au silence. Et cependant, dans chaque geste d'autorité, habitait aussi le spectre de ce qui ne devait pas être répété. Mais un règne peut-il être sans ombre, sans porter les péchés de ceux qui l'ont précédé? Au cours du XIVe siècle, l'Angleterre connut une transformation. Les idées féodales commencèrent à s'effondrer. La peste noire arriva avec force, décimant la population. Les révoltes paysannes remirent en question la noblesse, et le souvenir d'un roi fragile, incapable de contrôler ses nobles, devint une plaie ouverte qui ne guérissait pas. Chaque roi succédant à Édouard II ressentit plus ou moins le besoin de se différencier de lui, de faire preuve de force, de froideur, d'implacabilité. Car quand un roi montre de la faiblesse, tout le système tremble. Édouard II ne fut pas le seul à défier les normes, mais il fut l'un des premiers à payer de sa vie le prix de cette audace. Dans la culture médiévale, où tout devait s'inscrire dans un ordre hiérarchique fixe, implacable, il n'y avait pas de place pour les rois qui aimaient différemment, qui ressentaient différemment, qui gouvernaient avec affection. La couronne exigeait un sacrifice, mais pas du type qui l'offrit. Il ne suffisait pas d'être fils de roi, il fallait incarner un idéal qui écrasait l'homme. Et cependant, même écrasé, Édouard laissa une marque, une fissure dans le récit, un espace pour le doute. Car si un roi pouvait être si différent, si humain, si contradictoire, que disait cela du reste du système? Et si le problème n'était pas l'homme, mais l'image que l'on attendait de lui? Ce questionnement, bien que seulement murmuré en son temps, s'est amplifié au fil des siècles. La modernité apporta de nouvelles façons de lire l'histoire, d'explorer les silences, d'écouter les vaincus. Et là, parmi les échos oubliés, Édouard réapparut. Non pas comme un martyr, non pas comme un saint, mais comme un miroir brisé d'une époque qui ne tolérait pas la dissidence. De bien des façons, Édouard II était un roi en avance sur son temps. Non pas dans ses politiques, ni dans sa vision de l'État, mais dans son humanité exposée, dans son refus de feindre une froideur qu'il ne possédait pas, dans son refus d'abandonner l'amour par peur du jugement. Il fut puni, oui, mais son châtiment en dit plus sur le système qui le condamna que sur ses propres fautes. Aujourd'hui,
Plus de 7 siècles après, son histoire provoque encore des malaises. Elle divise encore les historiens, elle génère encore des débats, car le feu qui l'a réduit au silence n'a pas pu éteindre le symbole, ni la question qui l'a laissée brûlante dans la conscience collective. Un homme peut-il être roi sans renoncer à lui-même? Que pensez-vous de cette question? Laissez votre réponse dans les commentaires. Votre engagement est très important pour nous. Alors que d'autres monarques ont été célébrés pour leurs conquêtes ou leurs crimes, Édouard a été rappelé pour son échec. Mais même l'échec peut être une forme d'héritage, car il oblige ceux qui viennent après à repenser ce que signifie triompher. Au cœur de l'Angleterre, dans les salles du Parlement, dans les musées qui exposent couronnes et sceptres, le nom d'Édouard II est rarement mentionné avec fierté, mais il est là, caché dans chaque règle non écrite sur la façon dont un leader doit se comporter, dans chaque ligne entre le public et le privé, dans chaque avertissement déguisé en tradition. Et tandis que l'histoire continue d'avancer, l'écho de son cri résonne encore, non pas comme une plainte, mais comme un défi. Car chaque couronne, aussi brillante soit-elle, abrite en son sein les cendres de ceux qui en ont été consumés. Le trône anglais, après la chute d'Édouard II, ne fut plus le même. Non pas parce que sa forme avait changé, ni parce que les protocoles avaient été modifiés, mais parce que quelque chose d'invisible, d'intangible s'y était installé. La peur. Non pas une peur vulgaire, mais une peur profonde, structurelle, qui transformait la manière de concevoir le pouvoir royal. Un roi ne pouvait plus simplement régner, il devait agir, dissimuler, cacher. La sincérité devint un luxe dangereux. Les rois suivants apprirent par la force que l'image était aussi importante que l'épée, que la cour était un théâtre où chaque geste comptait, qu'un favoritisme mal dissimulé pouvait détruire non seulement un gouvernement, mais une vie. Et cette leçon fut écrite avec du sang dans les annales du royaume. L'histoire officielle d'Édouard II, répétée pendant des siècles, l'a transformé en une figure de moquerie, de mépris, d'humiliation. Il a été décrit comme faible, incompétent, excessivement influencé par ses amants, incapable de gouverner avec autorité. Mais quand on regarde de plus près, quand on gratte la surface de ce récit, quelque chose de plus inquiétant émerge. Un homme emprisonné par un système qui ne lui permettait pas d'être différent. Les chroniqueurs médiévaux, presque tous liés à la noblesse ou à l'Église, avaient des raisons de dépeindre Édouard de cette manière. Ils justifiaient sa déposition, son emprisonnement et son éventuel assassinat comme des actes nécessaires pour restaurer l'ordre. Mais cette narration, en se répétant tant, a fini par masquer les véritables questions. Qu'a fait Édouard pour mériter tant de haine? Gouverner avec le cœur est-il plus dangereux que gouverner avec l'épée? Le cas de Piers Gaveston, son premier grand amour, reste l'un des épisodes les plus révélateurs. Gaveston était un noble d'origine gasconne, intelligent, charismatique et, selon beaucoup, séduisant. Édouard le combla de faveurs, de titres et d'honneurs. Mais les grands seigneurs d'Angleterre ne supportèrent pas cette proximité. Ils voyaient en Gaveston une menace non seulement parce qu'il accaparait le pouvoir, mais parce que sa relation avec le roi défiait les normes non écrites de masculinité, de pouvoir et de décorum. Ils l'expulsèrent, l'humilièrent, l'exécutèrent sans jugement formel, comme s'il était un bandit. Édouard ne s'en remit jamais. Son amour avait été assassiné par le système qui était censé protéger le royaume. Mais au lieu de reculer, le roi commit la même erreur avec Hugues Despenser, son favori suivant. Encore et encore, Édouard misait sur l'affection, comme s'il ne comprenait pas ou refusait d'accepter que la politique ne permet pas la sincérité. Cet idéalisme, cette obstination émotionnelle fut sa perte, mais cela le rendit aussi unique. Si vous apprenez quelque chose de nouveau et d'intéressant, pourquoi ne pas laisser un pouce bleu et le partager avec d'autres? L'histoire d'Édouard n'est pas seulement celle d'un roi déchu, c'est celle d'un système qui ne tolère pas les déviations, qui n'accepte pas qu'un homme puisse en aimer un autre ouvertement et, en même temps, porter une couronne qui associe le pouvoir à la froideur, à la rigidité, à la violence. Un système qui a préféré le faire taire, plutôt que de permettre l'existence d'une alternative. Et ce silence, qui a semblé absolu pendant des siècles,
a commencé à se briser avec le temps. Dès le XXe siècle, avec l'émergence de nouveaux courants historiographiques, de nombreux chercheurs commencèrent à réexaminer la figure d'Édouard II avec un regard neuf. Ils remirent en question les récits traditionnels, analysèrent les motivations politiques de ceux qui le renversèrent, considérèrent ses relations sous une perspective plus humaine et moins moraliste. Et alors, comme s'il se réveillait d'un long sommeil, le roi maudit commença à parler de nouveau. Ses lettres, dont certaines sont conservées, montrent un homme sensible, préoccupé, cultivé, profondément affecté par les pertes. Elles ne contiennent aucune trace du tyran incompétent que ses ennemis décrivirent. Au contraire, il y a un homme qui lutte pour maintenir un royaume qui le rejette, qui cherche l'harmonie là où il ne trouve que trahison. Un homme qui continue à écrire, même lorsqu'il a déjà tout perdu. Sa figure commença à être revendiquée non seulement par les universitaires, mais par les artistes, les militants, les écrivains. Son histoire fut adoptée par des mouvements qui virent en lui un symbole de la souffrance de ceux qui vivent en dehors de la norme. Édouard se transforma en martyr non officiel d'une cause qu'il n'a jamais nommée, mais qu'il a incarnée par sa simple existence. La cause de la dignité humaine face au dogme du pouvoir. Et c'est que la couronne, cet objet de désir, de respect, de crainte, est aussi une prison. Elle oblige celui qui la porte à agir selon des scénarios préétablis, à étouffer le moi pour jouer un rôle. Édouard II, pour des raisons que nous ne connaîtrons jamais entièrement, n'a pas voulu jouer ou n'a pas pu. Et cette honnêteté l'a condamné. Aujourd'hui, son histoire ne nous parle pas d'un roi raté, mais d'un être humain prisonnier d'un système cruel, de quelqu'un qui n'a pas su ou n'a pas voulu être autre, d'un homme qui a choisi l'amour dans un monde qui ne récompensait que l'obéissance. Et cependant, la question résonne encore. Qu'aurait-il se passé si Édouard était né à une autre époque, dans une ère qui n'exigeait pas qu'un roi soit une statue de marbre, mais un être humain complet? Cette question nous conduit inévitablement à un abîme plus profond, car il ne s'agit pas seulement d'Édouard, il s'agit de tous ceux qui sont venus après, de tous ceux qui ont porté une couronne et ont appris que le prix du pouvoir est le silence, que ce qui ne rentre pas est éliminé, qu'il n'y a pas de place pour les émotions au centre de l'Empire, mais l'écho de cette répression persiste dans chaque cérémonie, dans chaque protocole, dans chaque discours soigneusement rédigé par des conseillers, dans chaque sourire forcé, dans chaque accolade qui n'est pas donnée. Parce que le pouvoir, lorsqu'il exige la déshumanisation, se transforme en une forme subtile de torture. Pour continuer à suivre nos récits historiques, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. La nuit où Édouard fut emmené au château de Berkeley, l'Angleterre semblait plongée dans une étrange léthargie. Il y avait une inquiétude qui ne se nommait pas. Les rumeurs de sa chute étaient déjà des faits accomplis, et le nouveau régime, dirigé par son propre fils et la reine Isabelle, cherchait à établir un nouvel ordre. Mais une ombre les perturbait encore tous. Édouard était toujours en vie, et tant qu'il vivrait, il existerait un symbole inconfortable, un rappel que la couronne pouvait tomber, qu'un roi pouvait être vaincu, humilié, emprisonné. Édouard était une menace, non pas par son pouvoir, mais par sa simple existence. Sa simple présence derrière les barreaux minait l'autorité des nouveaux gouvernants. Alors commença une phase silencieuse et sinistre. Les registres officiels en parlent peu, mais les légendes, les rumeurs et quelques documents indirects insinuent ce que personne n'a voulu déclarer ouvertement. Son élimination était planifiée. Le château de Berkeley, isolé, humide, entouré de marais et de forêts, fut sa prison finale. Là, il fut maintenu dans des conditions brutales. Toute commodité lui fut retirée. Il dormait sur la paille sous la surveillance de gardes qui, selon les récits, avaient pour instruction de ne pas lui parler. La nourriture était rare et les visites inexistantes. Édouard, roi déchu, fils d'un conquérant et père d'un autre roi, était désormais une ombre humaine. Mais il restait un symbole, et cela était intolérable. Les chroniqueurs rapportent qu'il y eut de multiples tentatives de le tuer discrètement. Empoisonnement lent, privation de nourriture, maladie provoquée.
Mais rien ne semblait mettre fin à sa vie assez rapidement, ni d'une manière qui libérerait les conspirateurs de la culpabilité ou du scandale. Et ainsi, une nuit de septembre 1327, l'impensable se produisit. Le récit qui est passé à l'histoire, terrible, effrayant, presque invraisemblable, dit qu'Édouard fut assassiné avec un fer rougi au feu, brutalement introduit par son rectum, soi-disant pour éviter des marques visibles de torture ou d'assassinat. Une façon macabre de réduire au silence pour toujours celui qui représentait une menace symbolique à l'ordre établi. Une méthode conçue non seulement pour tuer, mais pour humilier, pour réduire le roi à une caricature grotesque de ses prétendues faiblesses. Ce récit apparaît pour la première fois quelques années plus tard dans des chroniques qui, bien qu'écrites par des contemporains, n'étaient pas présentes lors des faits. Il n'y a pas de preuve irréfutable, mais la persistance de cette version dans la mémoire collective suggère que, vrai ou non, elle a capturé quelque chose d'essentiel de l'horreur qui a entouré sa fin. Car, au-delà de la méthode, ce qui frappe, c'est l'intention. Le désir d'effacer non seulement Édouard en tant que personne, mais tout ce qu'il représentait. Sa sensibilité, son affection, sa manière d'exercer le pouvoir, sa rupture avec l'idéal de masculinité dominante. Il était nécessaire de le punir non pas comme un traître, mais comme une anomalie. Et ce châtiment devait être exemplaire. Il ne suffisait pas de le tuer, il fallait le faire disparaître en tant qu'idée pour que personne d'autre n'ose régner comme lui, pour qu'aucun autre monarque ne croie que l'on peut aimer qui l'ont choisi, ressentir comme on le ressent et rester roi. Mais l'effet fut inverse. La méthode, la légende, l'effroi, tout cela transforma sa mort en un symbole encore plus puissant. L'horreur n'effaça pas son souvenir, mais l'alluma comme une flamme impossible à cacher. Et ainsi commença une autre bataille. Non pas une bataille pour le trône, mais pour le récit. Les partisans d'Édouard, ces quelques-uns qui le gardaient encore en mémoire avec affection ou justice, commencèrent à semer le doute sur l'histoire officielle. Certains affirmaient qu'il n'était pas mort à Berkeley, qu'il avait réussi à s'échapper, qu'il avait vécu caché sur le continent sous un autre nom, jusqu'à sa mort de vieillesse. D'autres, plus prudents, dénonçaient simplement la brutalité de son exécution comme une honte pour la couronne. L'histoire se divisait en deux, celle des vainqueurs qui le réduisaient au silence et celle des vaincus qui se souvenaient de lui. Et au milieu, le peuple. Le peuple anglais, qui se sentait rarement proche de ses rois, commença à murmurer des histoires sur Édouard. Certaines le dépeignaient comme une victime innocente, d'autres comme un martyr incompris. Sa figure prit des allures légendaires, non tant pour ce qu'il fit, mais pour ce qu'il souffrit. L'image d'un roi trahi par sa femme, abandonné par son fils, assassiné de manière grotesque, cette image, multipliée par le temps, devint archétypale. Elle représentait l'homme brisé par le système, l'individu écrasé par la machine du pouvoir. En temps de révolte, comme lors de la rébellion des paysans au XIVe siècle, son nom était murmuré comme symbole d'injustice. Dans la littérature, il apparaissait comme une figure tragique. Au théâtre, il devint le protagoniste de drames denses et obscurs. Édouard II n'était plus seulement un nom, c'était une métaphore. Avez-vous aimé ce que vous avez appris ? Laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. Et cependant, sa tombe à Gloucester, où repose son corps selon la tradition, fut longtemps un lieu de pèlerinage. Même des rois postérieurs s'y rendirent, certains par dévotion, d'autres peut-être par culpabilité. Car Édouard, malgré tout, fut un roi, et ce titre, même s'il lui fut refusé à la fin, ne put jamais être totalement effacé. Après sa mort, Édouard II devint un écho gênant. Son histoire ne pouvait être complètement effacée, et plus on tentait de la faire taire, plus elle se déployait en interprétations, rumeurs, contradictions. L'Angleterre, qui avait tant de fois effacé des visages, des noms et des mémoires de son histoire officielle, ne parvint pas à se débarrasser d'Édouard. Il persistait, non pas comme un héros, ni comme un tyran. Il persistait comme une question. Que signifie être un roi ?
Pendant des siècles, les réponses tournaient toujours autour de la force, de la gloire militaire, de la fermeté politique. Les rois devaient être des conquérants, des patriarches, des défenseurs de la foi. Mais Édouard brisait ce moule, et c'est pourquoi son souvenir faisait mal, parce qu'il obligeait à revoir les fondements du pouvoir. À la fin du Moyen-Âge, des récits alternatifs commencèrent à circuler, affirmant qu'Édouard n'était pas mort à Berkeley. Selon ces versions, il aurait réussi à s'échapper avec l'aide d'un geôlier compatissant et se serait réfugié en Europe continentale sous le nom de William Legalace. Certains le localisaient même en Italie, dans un monastère bénédictin. Ces théories, bien que dépourvues de preuves définitives, furent alimentées par des lettres, des témoignages indirects et le manque suspect de transparence sur les derniers jours du roi. Pourquoi le corps d'Édouard fut-il enterré si rapidement ? Pourquoi sa tombe fut-elle l'objet de tant de dévotion s'il avait été méprisé de son vivant? Qui bénéficiait de sa mort? Et qui de sa possible survie? Ces questions, bien que marginales pendant des siècles, commencèrent à résonner avec plus de force au fil du temps, car ce qui était en jeu n'était pas simplement le destin d'un homme, mais le contrôle du récit. L'histoire est écrite par les vainqueurs, disait-on, mais dans le cas d'Édouard, les vaincus chuchotaient aussi leur version, et ces voix, ténues au début, se renforcèrent avec l'arrivée de nouvelles sensibilités. Dès le XIXe siècle, avec l'essor du romantisme, Édouard fut redécouvert comme une figure tragique. Poètes et dramaturges le représentèrent comme une âme sensible, victime d'un monde brutal, le roi amant, le monarque qui préféra la tendresse à la guerre, le souverain vaincu par son humanité. Cette image, bien qu'idéalisée, offrait un contrepoint nécessaire aux stéréotypes du dirigeant de fer. Mais c'est au XXe siècle que son histoire prit un nouveau sens. Dans un monde qui commençait lentement à parler de diversité, d'identité, de droit, Édouard devint un emblème du réprimé. Les activistes pour les droits LGBTQ+, l'adoptèrent comme un symbole historique. Sa vie, auparavant considérée comme scandaleuse, devint une bannière. Peu importait alors s'il aimait ou non ses favoris. L'essentiel était qu'il avait été puni pour ne pas s'adapter au moule. La figure du roi efféminé, ridiculisée pendant des siècles, se transforma en témoignage d'une persécution plus profonde, celle de l'être humain qui ne correspond pas. Son histoire fut portée au théâtre par Christopher Marlowe, dans une œuvre révolutionnaire pour son époque. Dans celle-ci, Édouard est dépeint avec compassion, avec intensité, avec profondeur. Il n'est pas un faible, mais un homme qui choisit l'amour, même quand cela le détruit. Marlowe, qui fut aussi accusé de transgression, trouva en Édouard un miroir et l'éleva. Cinéastes, romanciers et essayistes suivirent cette voie, chacun réinterprétant sa vie à la lumière de son propre temps. Certains insistèrent sur le complot politique, d'autres sur le drame émotionnel, certains se concentrèrent sur sa chute, d'autres sur sa rédemption posthume. Mais tous s'accordaient sur quelque chose. Édouard ne pouvait pas être réduit à une caricature, car derrière le scandale historique se trouvait un être humain, un homme qui, comme tant d'autres, fut écrasé par un système incapable d'accepter la différence. Un homme qui, sans le savoir, ouvrit une brèche dans l'histoire du pouvoir, une fissure par où, des siècles plus tard, entrerait une nouvelle lumière. Aujourd'hui, quand on visite sa tombe dans la cathédrale de Gloucester, il est difficile de ne pas sentir le poids de cette contradiction. Là repose un roi qui fut haï par les puissants et rappelé par les oubliés. Un homme qui défia la logique de son temps et en paya le prix le plus élevé. Son sépulcre austère, digne, reçoit des fleurs. Parfois, discrètement, quelqu'un dépose un drapeau arc-en-ciel, un geste silencieux qui relie le passé et le présent. Édouard n'est pas un martyr au sens traditionnel. Il n'est pas mort pour une cause déclarée, mais sa vie, sa lutte et sa souffrance en ont inspiré beaucoup. Et c'est là, peut-être, le plus subversif, qu'un roi condamné pour avoir aimé, condamné pour avoir senti, se soit transformé en symbole de dignité. Et tant que son histoire continuera d'être racontée, il n'y aura pas de victoire totale pour ses bourreaux, car le récit est une forme de justice. Et dans ce récit, Édouard est redevenu roi.
L'écho des pas dans les couloirs de Berkeley ne résonne plus. Les flammes qui ont consumé lettres, décrets, confessions et noms se sont éteintes il y a des siècles. Mais il y a quelque chose qu'aucun bûcher n'a réussi à détruire, la mémoire. Édouard II n'a pas été le roi que l'Angleterre attendait. Il était un homme contradictoire, faible politiquement et obstiné personnellement. Il a été aimé et haï avec la même intensité. Il a été fidèle à ses affections et aveugle au danger. Et cependant, sa tragédie continue de nous parler. Non pas par sa maladresse ou son scandale, mais par l'abîme humain qu'elle révèle. Qui peut supporter ou comprendre le poids d'une couronne? Une couronne n'est pas seulement un symbole de pouvoir, c'est une charge, une blessure, une épreuve constante. Celui qui la porte doit renoncer à soi-même pour représenter tous. Mais que se passe-t-il lorsque cet homme ne peut ou ne veut pas nier sa nature? Édouard n'a pas voulu faire semblant, il n'a pas voulu cacher ce qu'il aimait, il n'a pas voulu dissimuler ses émotions. Et cette honnêteté, dans le monde brutal du pouvoir médiéval, fut sa perte. Les rois sont entraînés à cacher, à mentir avec courtoisie, à remplir leur rôle, même si cela les détruit de l'intérieur. Édouard s'est rebellé contre cela de manière maladroite, oui, de manière dangereuse aussi. Mais il l'a fait, et cette rébellion silencieuse fut plus scandaleuse que n'importe quelle trahison politique. C'est peut-être pour cela que son châtiment fut si cruel, parce qu'on ne punissait pas seulement l'homme, mais le geste, la possibilité que le pouvoir ait un visage humain, qu'un roi pleure, aime, commette des erreurs et pourtant soit roi. Et c'est là que son histoire cesse d'être seulement anglaise ou médiévale. Édouard devient une figure universelle. Il représente tous ceux qui ont un jour tenté d'être eux-mêmes dans un monde qui exigeait des masques. Il représente ceux qui ont payé de leur vie pour ne pas s'intégrer. Il représente en dernière instance la lutte éternelle entre la structure et l'âme. Et bien que sa vie ait été une tragédie, son héritage est un avertissement. À travers Édouard, nous apprenons que le pouvoir, lorsqu'il se sépare de l'humanité, se transforme en tyrannie, que la couronne sans compassion n'est qu'une cage dorée, que les rois aussi saignent, qu'ils aiment aussi, qu'ils tombent aussi. La mort d'Édouard, dans son effroi et sa brutalité, révèle non seulement la cruauté de ses bourreaux, mais aussi la fragilité du système qu'il prétendait éliminer. Car ce qui se voulait un acte d'élimination définitive finit par être une étincelle, une histoire qui, au fil des siècles, s'est allumée dans les cœurs prêts à écouter. Aujourd'hui, en regardant sa figure dans les livres, dans les musées, dans les œuvres de théâtre, nous ne voyons plus le roi efféminé comme une moquerie. Nous le voyons comme un témoignage, comme une cicatrice. Car dans un monde qui exige la force, sa faiblesse fut résistance. Dans un monde qui exige le silence, son amour fut un cri. Dans un monde qui punit la différence, il a choisi d'être lui-même, même en connaissant le prix. Et ce prix fut élevé. Ce fut l'humiliation, l'emprisonnement, le fer rougi, la mort sans justice, l'oubli ordonné. Mais ce fut aussi des siècles plus tard, la rédemption inattendue. Car, quand un roi meurt, son corps disparaît. Mais quand son histoire vit, sa couronne ne tombe jamais tout à fait. Édouard II ne fut pas un grand monarque, mais il fut un grand symbole, un miroir de nos ombres et un phare pour ceux qui marchent dans la peur d'être. Le château de Berkeley est toujours debout. Ses pierres ne confessent pas, ses murs gardent des secrets. Mais il y a quelque chose qu'ils ne peuvent plus cacher, qu'ici, par une nuit de septembre, le pouvoir s'est montré sous sa forme la plus crue, et l'âme d'un homme a été réduite au silence, non par ce qu'il a fait, mais par ce qu'il était. Et pourtant, ils n'ont pas pu le faire taire pour toujours. Son histoire, comme une braise sous les ruines, continue de brûler, non pas pour se venger, mais pour nous rappeler que l'histoire n'appartient pas seulement à ceux qui gagnent. Elle appartient aussi à ceux qui ont été vaincus avec dignité. Et tant qu'il y aura quelqu'un pour raconter cette histoire, Édouard II continuera à régner, non sur des trônes de pierre, ni dans des listes de succession, mais dans la mémoire de tous ceux qui ont compris qu'être soi-même, même au sommet du pouvoir, est l'acte le plus subversif et le plus courageux qui puisse exister. Si cette histoire vous a fait réfléchir,
Laissez votre commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour que nous continuions à percer les mystères du passé. La vie tragique d'Édouard II soulève de profondes questions sur l'amour, le pouvoir et l'acceptation. Quel aspect de l'histoire d'Édouard II vous a le plus surpris? Croyez-vous que la faiblesse ou l'humanité d'un leader puisse être paradoxalement une forme de force? Quelles autres figures historiques connaissez-vous qui ont défié les normes de leur époque et en ont payé le prix fort?